Les coulisses du biz, c'est le regard des communicants sur l'actualité économique du jour. Et avec nous ce soir, Grégoire Kopp, bonsoir. Bonsoir Stéphanie. Vous êtes conseiller spécial d'Octave Klaba chez OVH et Jérôme Vallu, bonsoir. Bonsoir Stéphanie. Vous êtes associé chez IC. Et on commence tout de suite, messieurs, avec cette annonce du côté de Tesla. Le constructeur va installer sa première usine européenne en Allemagne. Ça se passe dans la banlieue de Berlin. Le site construira des batteries, la motorisation et des véhicules, à commencer par le nouveau SUV, le modèle Y. Il abritera aussi un centre d'ingénierie et de design. Elon Musk qui en a profité pour louer l'extraordinaire ingénierie allemande et les nombreux ingénieurs de talent. Grégoire Kopp, quelle stratégie derrière ce choix de Tesla selon vous ? Sur le choix de venir en Allemagne, je pense que c'est assez clair, c'est-à-dire un pays où l'industrie automobile est très présente et très forte depuis longtemps. Sur le choix de Berlin, là c'est un peu plus différent, parce qu'on voit que l'industrie auto était principalement en Bavière, à Munich. Là c'est Berlin, et Berlin c'est la ville de la tech. Donc on voit bien ce premier changement, où avant on faisait des voitures et on mettait un peu d'ordinateurs dedans. Tesla c'est l'inverse, ce sont des ordinateurs où on met un capot autour. Et donc il va là-bas, il a trouvé semble-t-il un super site, donc à proximité d'un métro, on peut y aller en transport en commun, à proximité d'un aéroport qui a un peu tardé à être construit mais qui va exister. Et donc ce site va permettre maintenant à Tesla de se développer en Europe, de développer sur les marchés où il est déjà très fort, l'Europe du Nord, la Norvège, on sait que c'est un des principaux pays pour Tesla, mais peut-être également le reste d'Europe, l'Europe du Sud. On constate aussi que c'est une annonce qui a été faite lors d'un événement allemand. Absolument. Et non pas un événement Tesla. Lors de la remise des volants d'or du journal organisé par le journal Bild. C'est ça, donc c'est pas un événement interne de Tesla où ils font une annonce, ils ont surfé en termes de com sur un événement organisé par d'autres auprès des Allemands. C'était semble-t-il une surprise, puisque on voit sur les visages, ça n'avait pas l'air d'être annoncé. Alors peut-être pas, parce qu'il n'y a jamais vraiment de surprise en com, mais en tout cas, l'effet était plutôt bon. Il y avait eu un effet waouh. Jérôme Vallu, est-ce que c'est symptomatique de ce qui va se passer en Europe à l'avenir, selon vous, cette installation de Tesla dans la banlieue de Berlin, là où il y a de la tech, quoi? Oui, mais enfin, c'est pour ça qu'opposer Berlin à Fessenheim... Alors Fessenheim, il faut rappeler le contexte, Ségolène Royal avait proposé à Elon Musk d'installer cette nouvelle usine à Fessenheim. On pensait encore que, mais on sait déjà depuis pas mal de temps que ça ne serait pas la France, mais on pensait que ça serait plus proche de la frontière, on va dire française, Benelux, etc. Donc effectivement, je pense que la surprise, c'est pas l'Allemagne, la surprise, c'est Berlin. Et je pense que c'est ça l'effet d'annonce. Donc on savait que ça serait l'Allemagne. Et bon. Oui, je pense que de toutes les façons, en matière d'automobile, aujourd'hui, ce qu'on risque de voir, c'est effectivement la part de la tech à l'intérieur de... Mais quand on lit les rapports des analystes sur le sujet, on dit quand même que la Gigafactory numéro 3, la chinoise, elle n'a pas commencé, et on sait que les milliards, ils vont plutôt aller vers là avant que l'usine soit faite, il va s'écouler un peu de temps. Je veux dire, ça devait se faire en 2017, on est en 2019, la première pierre va être posée, on ne sait pas bien quand, bref. Donc c'est un effet d'annonce, je pense que Elon Musk a besoin de créer de la communication autour de Tesla et d'annoncer des grands... Mais je pense que c'est plutôt la Chine qui va prendre les milliards. Alors Elon Musk avait évoqué la date de 2021 pour le début de la production dans cette usine à côté de Berlin. On en reparle en 2021 ? On en reparlera, évidemment. Grégoire Kopp, est-ce que le fait que Angela Merkel s'est engagée il y a quelques mois à installer 1 million de stations de recharge électrique d'ici 2030 contre 21 000 aujourd'hui, est-ce que ce genre de décision, ça pèse dans la balance ? C'est sûr que de bénéficier d'un soutien politique, c'est appréciable pour l'entrepreneur. Après, je ne suis pas certain que ce soit le premier critère. On le voit, Tesla a dû se prendre en main, a dû lui-même installer des chargeurs un peu partout pour développer son business. Donc heureusement qu'ils n'ont pas attendu les politiques pour développer l'automobile électrique, parce que ça n'aurait pas été le cas. Donc oui, ça doit peser, mais bon, en France, là-dessus, on n'est pas en retard non plus, donc je ne suis pas certain que ce soit le principal facteur de décision. Alors, autre décision, cette fois, ça se passe aux États-Unis, et c'est une décision aussi radicale, qu'inattendue. Nike coupe les ponts avec Amazon. L'équipementier américain cesse de vendre ses produits sur le site de e-commerce pour favoriser ses propres canaux de distribution. Le partenariat avait débuté en 2017 et la marque explique, dans le cadre des efforts de Nike pour améliorer l'expérience des consommateurs via des relations directes et personnelles, nous avons décidé de mettre un terme à notre expérience pilote avec Amazon Retail. Jérôme Vallu, de quelle manière cette fin de relation avec Amazon va améliorer la relation client de Nike ?
C'est effectivement la bonne question. Alors d'abord, je crois qu'il ne coupe pas les ponts, mais Grégoire en parlera mieux que moi tout à l'heure, c'est qu'il continue à travailler avec Amazon Web Services. Hein, donc bon. Le cloud d'Amazon. Le cloud d'Amazon. En fait, tout le problème aujourd'hui pour les marques, c'est de garder la relation. C'est-à-dire d'aller jusqu'au bout de la relation. Aujourd'hui, quand vous achetez des Nike sur une plateforme Amazon, vous avez une chaussure, un prix, une date de livraison. Et finalement, c'est ça qui emmène le sujet. Et je pense que toutes les marques, et on le voit bien dans le luxe en particulier, sont à la recherche de cette expérience beaucoup plus large. Et je pense que, d'ailleurs, les chiffres là, que Nike annonce sur leur vente en ligne sont très fortes. Les plateformes comme Sneakers, par exemple, sont très claires. Ils jouent l'exclusivité, ils jouent la rareté, ils jouent justement cette expérience exceptionnelle que Amazon n'est pas capable de remplir parce que ça n'est qu'une place de marché. Et aujourd'hui, ils luttent contre quelque chose qui est intéressant, qui est qu'aujourd'hui, les acheteurs aux États-Unis commencent à chercher sur Amazon, plus sur Google. C'est Amazon qui devient le moteur de recherche des cyberacheteurs. Donc je pense qu'il y a quelque chose à casser. Alors outre le sujet de la contrefaçon que je n'ai pas très bien maîtrisé, outre ce sujet-là, je pense qu'ils veulent casser, je dirais, ce rôle dans l'expérience du distributeur pour le reprendre en main. Est-ce que, Grégoire Kopp, ça voulait dire que Amazon prenait un peu trop de poids dans la relation entre Nike et ses clients ? Je pense que oui, et un poids qui n'était pas forcément celui que Nike voulait laisser. On voit que c'est une décision éminemment stratégique. Un nouveau patron arrive chez Nike, il vient d'eBay, il connaît le digital. Et on sait qu'aujourd'hui, connaître justement ses clients, maîtriser leur parcours, et ça de manière multicanale, c'est-à-dire la paire de baskets que vous achetez en ligne, quand vous rentrez dans le magasin, et pour un peu qu'il y ait de la reconnaissance faciale, on saura que vous avez acheté ça avant. Donc on saura quoi vous proposer, quelle proposition commerciale faire, quelle réduction faire également. Et donc il faut maîtriser ça sur toute la ligne. Et de l'autre côté, Amazon, c'est un géant qui va sur de plus en plus de marchés, comme les autres GAFAM, qui prennent de plus en plus de place. Et ça, je pense que ce n'est que le début. Cette décision de Nike, et je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui vont la faire également et la prendre également parce qu'on ne veut pas rester soumis à un géant qui va devenir finalement plus puissant que nous et on va perdre la main sur nos clients qui sont quand même le nerf de la guerre. Jérôme Vallu, vous pensez aussi que ce mouvement de défiance envers Amazon va faire boule de neige ? Ah, mais moi je l'espère. Je l'espère parce que je pense que effectivement l'expérience qu'on appelle l'expérience utilisateur, elle s'arrête pas au moment où on a envie du produit. Elle va jusqu'à la livraison du produit, ce dernier kilomètre, et elle va jusqu'à même l'expérience que l'on vit avec le produit. En fait, l'enjeu pour les marques, c'est plus d'être vu, c'est d'être trouvé. Et le fait d'être trouvé ne vient pas du fait qu'on s'expose, mais bien que les clients qui sont déjà clients du produit soient capables de vivre des expériences, d'en parler pour être trouvés. Parce que c'est la réputation de la marque qui fait qu'on est trouvé, au-delà de tout ce qu'on peut faire pour acheter de l'espace. Mais je crois que c'est un inversement de paradigme complet dans le rôle des marques et dans le rôle de la relation avec les marques. Grégoire Kopp, peu de marques ont quand même la même puissance que Nike, qui peut aujourd'hui se permettre de prendre ce genre de décision. Est-ce que vous pensez que d'autres partenaires pourraient suivre cet exemple ? Oui, parce qu'ils vont être obligés de le faire. Plus on avance avec un géant qui se met à nous cannibaliser, plus on s'affaiblit. Et donc, on le voit, c'est pareil avec l'App Store, où il y a Spotify qui arrive à s'en émanciper. Donc, il y a de plus en plus de marques qui vont montrer la voie et qui vont aussi sensibiliser les consommateurs à ce qu'ils recherchent vraiment. Donc, peut-être que sur du produit bas de gamme, très grand public, on continuera d'aller sur ces places de marché, mais sur toutes ces relations plus exclusives que l'on recherche, avec une conscientisation des consommateurs, pourquoi on achète tel produit, où est-ce qu'on va, où est-ce que c'est produit, où est-ce que vont les bénéfices, eh bien, au XXIe siècle, les marques ne vont pas s'en exonérer et donc des GAFAM ne le permettent pas forcément. Jérôme Vallu. Oui, mais alors le risque pour Nike, c'est de ne pas être aussi bon que Amazon sur finalement cette livraison et sur l'enjeu derrière lequel ils courent eux. Vous savez quel est le KPI, l'indicateur de performance, c'est être capable de livrer en 4 heures un produit le 24 décembre. Hein, je veux dire, qui va être capable de faire ce qu'Amazon est capable de faire? Donc il y a un moment entre le poids de la qualité du service et l'exceptionnelle expérience que va proposer la marque, c'est ça qui va faire finalement la balance.
D'accord, Grégoire Kopp, pardon. Complètement, et c'est pour ça qu'il faut regarder ça de près, parce que voilà, le retail devient de plus en plus multicanal, mais c'est très dur de tout maîtriser. Est-ce que toutes les marques vont pouvoir se payer un PDG qui est l'ancien PDG d'eBay? C'est pas sûr. Et ce sera intéressant de regarder ce que vont faire les Français également. Donc là, les entrepreneurs qui nous écoutent, réfléchissez à comment vous pouvez peut-être jongler sur deux facettes à la fois, utiliser la force de ces GAFAM, mais maîtriser aussi en parallèle un contact direct avec vos clients jusqu'au bout, c'est primordial. Et on termine avec ce conseil de Grégoire Kopp. Merci beaucoup Grégoire Kopp. Je rappelle que vous êtes conseiller spécial d'Octave Klaba chez OVH et Jérôme Valu, associé chez ICP Consulting.